Eh bien, bonsoir. Je vais me présenter brièvement et ensuite je vous passerai un film de 7 minutes sur l'histoire de la trisomie 21. Ensuite, une présentation PowerPoint où j'interviendrai, où je vous présenterai ce qu'est la Fondation Le Jeune rapidement. Pour partir sur un point sur la trisomie en France, rapide aussi, jusqu'à la stratégie pour trouver un traitement. Et je profiterai de l'occasion pour poser les bases et quelques clés sur la bioéthique. Donc là, il y aura quelques questions. Et ensuite, je terminerai par 2 petits films de 7 minutes chacun. Un film qui reprendra la partie sur le traitement possible qui n'est pas encore là, certes, mais qui se profile. Et je terminerai en laissant la parole à 6 personnes qui sont trisomiques et qui savent parler, parce que toutes ne savent pas parler, et ça sera la conclusion par eux-mêmes, puisque vous verrez que vous les avez vus, donc c'est assez surprenant de voir qu'ils quasiment ils prennent la parole pour parler des autres qui ont la même maladie qu'eux. Voilà. Donc moi je m'appelle Olivier Roubaud. Je suis à la Fondation Le Jeune depuis le 19 mars 2003 et avant j'étais dans la grande distribution, soit du côté grand distributeur, Auchan, donc les produits frais du genre boulangerie-pâtisserie, produits de la mer ou surgelés. Ensuite j'ai 3 ans chez Unilever à la vente, puis de nouveau dans la grande distribution du côté d'enseigne qui n'existe plus, qui s'appelle Mammouth et Attaque. Voilà, acheteur BOF, c'est-à-dire beurre, œuf, fromage. Voilà, vous avez un spécialiste devant vous. Avant de repartir sur la direction commerciale d'une boîte de fromage import-export, fromage hollandais, suisse et italien. Voilà, donc je connais bien la partie aussi. Juste avant la Fondation Le Jeune, être chez Intermarché en boulangerie-pâtisserie. Voilà. Les tailles des équipes étant différentes à chaque fois, puisque quand on est acheteur, on est souvent tout seul, et puis quand on termine patron de filière, on a 14 personnes sur le terrain, plus 14 personnes quasiment à côté de vous, entre les services qualité, les acheteurs, etc., etc. Voilà, donc je vous passe directement ce film qui est sur l'histoire de la trisomie 21, et on va faire marcher la technique, vous allez voir. On l'a testé tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Allons-y. Anciennement appelé mongolisme, la trisomie 21 existe certainement depuis le début de l'humanité. Sur des visages de statue précolombienne, datant de 500 avant Jésus-Christ, on retrouve en effet des traits communs à ceux de personnes ayant une trisomie. Au XVIe siècle, dans une adoration de l'enfant Jésus, un artiste flamand a présenté aux côtés de Marie un ange dont le visage, les yeux, le nez, la bouche ont les signes extérieurs caractéristiques de la trisomie 21. Si on regarde plus en détail, on s'aperçoit que d'autres personnages sont représentés avec les mêmes traits. Au total, dans ce tableau, il y a 6 visages sur 17 qui ressemblent au visage de personnes ayant une trisomie 21. En 1838, le français Jean-Étienne Esquirol a fait la différence entre déficience intellectuelle et troubles psychiatriques qui relèvent de 2 origines différentes. Quelques années plus tard, en 1846, Édouard Seguin décrit plus précisément la maladie qu'il appelle diathèse furfuracée. En 1866, l'anglais John Langdon Down écrit avec précision l'idiotie mongoloïde et crée l'appellation mongolisme par ressemblance avec les habitants de Mongolie. De 1866 à 1959, la description du mongolisme, appelée syndrome de Down par les Anglais, s'affine. En 1882, des chromosomes sont observés pour la première fois. À la même période, on observe les différentes divisions cellulaires, la mitose et la méiose. La mitose, c'est la multiplication à l'identique d'une cellule.
Au cours du développement de l'être humain, les cellules se multiplient avec le même nombre de chromosomes. Nous constatons sur l'animation que le nombre de chromosomes reste le même que celui de la cellule de départ. La production de nos cellules reproductrices se fait par la méiose. La cellule se divise pour aboutir à une cellule reproductive ayant moitié moins de chromosomes que les autres cellules de l'organisme. En 1956, des techniques de coloration permettent à Tigeot et Levent de compter 46 chromosomes chez l'homme. Vous pouvez voir les 46 chromosomes tels qu'ils sont observés au microscope. Ils sont ensuite photographiés, découpés pour être rangés par paire. Dans chacune des 23 paires, un chromosome est apporté par le père et un par la mère. C'est le karyotype. 1959, Jérôme Lejeune découvre avec Marthe Gauthier et Raymond Turpin la première anomalie chromosomique chez l'homme. Il lui donne le nom de trisomie 21. C'est la naissance de la cytogénétique. Jérôme Lejeune sera le premier titulaire de la chaire de génétique à la faculté de médecine de Paris. Pour cette découverte, il a reçu de nombreux prix, dont le fameux prix Kennedy. Cette découverte a permis de déculpabiliser les parents en montrant qu'il s'agit d'un accident génétique et non pas la transmission d'une tare dont ils auraient pu être responsables. Jérôme Lejeune a mené de front pendant toute sa carrière la recherche en génétique et le suivi de patients en consultation à l'hôpital Necker enfants malades. Il était convaincu qu'en ayant découvert la cause de cette maladie, on découvrirait le traitement. Mais il décède le 3 avril 1994 avant d'avoir pu trouver son traitement. Je n'ai plus qu'une solution pour les sauver, disait-il, c'est de les traiter. La tâche est immense, mais l'espérance aussi. Les recherches actuelles confirment qu'un traitement est envisageable. Depuis 1959, la recherche progresse. La trisomie 21 est mieux connue. Aujourd'hui, l'espérance de vie des patients est de plus de 55 ans, alors qu'en 1930, elle était de 9 ans. Leur qualité de vie a été considérablement améliorée. Ils bénéficient d'un accompagnement et d'une prise en charge adaptée. On sait désormais traiter de nombreuses complications liées à la trisomie 21, mais pas encore la principale, la déficience intellectuelle. En France, 65 000 personnes sont porteuses de la trisomie 21. 50 ans après la découverte de la trisomie 21, Jérôme Lejeune a reçu une des victoires de la médecine. Une anomalie chromosomique est une condamnation définitive. C'est une condamnation dans l'état actuel de notre ignorance, mais peut-être que dans la prochaine génération, les anomalies chromosomiques seront combattues d'une façon réellement efficace. C'est un pas de plus vers la découverte d'un traitement. Voilà, le tableau est planté. À propos de tableau, vous avez vu ce tableau qui est dans un musée de New York. C'est pas l'équivalent du Louvre, mais le Metropolitan Museum, c'est pas un petit musée. Et c'est très curieux que cet artiste peintre, qui visiblement savait très bien peindre, ait représenté un certain nombre d'anges comme ça. Voilà. Donc, on continuera sur les films tout à l'heure, et je vais vous faire donc la petite présentation de notre... Voilà. À partir du début. Voilà. Donc vous avez compris qu'il y a à peu près 50 ans qu'a été découvert la trisomie 21. 2008, c'est victoire de la médecine pour Jérôme Lejeune. Et c'est exactement en 2009, janvier 2009, qu'il fallait fêter ce 50e anniversaire, puisque la publication scientifique date de janvier 2009. Aujourd'hui, donc, Jérôme Lejeune n'est plus de ce monde, mais la Fondation a pris le relais de ses travaux, tout simplement avec une fondation qui porte son nom. Ce n'est pas lui qui l'a créée. C'est une association relais qui s'appelle les Amis du Professeur Lejeune, parce que pour monter une fondation, vous savez qu'il faut des fonds propres. À l'époque, il fallait 5 millions de francs. Aujourd'hui, c'est à peu près 1 million d'euros. Ça n'a pas changé.
Une association, on peut la monter à 2 ou à 3 très facilement, sans fonds propres. Une fondation, il faut quelque chose pour que la pérennité soit là, que ça soit long. Alors, quelques chiffres. Des donateurs, il y en a à peu près 70 000 en France. Et nous récoltons à peu près, cette année, 7 millions d'euros. Donc, vous voyez que le don moyen, c'est 100 euros par personne par an, à peu près. Et les dons ne viennent pas d'entreprises ou de grosses, d'administrations, etc. C'est uniquement des dons privés. Donc, nous ne recevons pas de subventions d'État, mais nous avons, puisque nous sommes reconnus d'utilité publique depuis 1996, possibilité de faire des avoirs fiscaux à chacun des donateurs. C'est comme ça que nous fonctionnons. Les statuts, article 1, donc nous sommes une fondation de recherche médicale sur les maladies de l'intelligence et les maladies génétiques qu'on a regroupées en un seul terme, les maladies génétiques de l'intelligence. Les 3 verbes qui caractérisent l'action de la Fondation Le Jeune sont chercher, soigner et défendre. Chercher, nous finançons la recherche sur ces maladies-là, avec un conseil scientifique, qui sont des bénévoles, qui se réunissent 4 fois l'an, et avec 2 appels d'offres. C'est-à-dire que, je pense qu'ici au CNAM, vous connaissez bien des revues comme Nature, Science ou autres, eh bien, nous faisons passer un appel d'offres en disant si vous voulez être subventionné par la Fondation Le Jeune, envoyez votre dossier avant telle date. Donc, en 1996, premier appel d'offres, il n'y en a eu qu'un cette année-là, 5 dossiers ont été reçus à la Fondation Le Jeune pour avoir une subvention. Aujourd'hui, nous avons 2 appels d'offres par an et à peu près une centaine de dossiers par an. La première victoire est là, c'est-à-dire que la recherche a redémarré sur ces maladies-là. On parle de la trisomie 21, mais derrière, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rares, qui sont l'X fragile, syndrome de Williams-Burren, la maladie du cri du chat, etc., etc. Voilà pour les programmes scientifiques qui sont menés par des chercheurs aux 4 coins du monde, essentiellement donc en France, en Europe et aux États-Unis. Maintenant, on voit émerger l'Inde un petit peu, mais il n'y a pas encore, par exemple, en Chine, on n'a pas encore. En Afrique, il n'y en a pas. Amérique du Sud, par exemple, non plus. Il y a des grands, déserts scientifiques sur ces thèmes-là. La deuxième partie des dons va à la partie soignée. Nous avons une consultation médicale et Pierre qui est venu nous voir a traversé, vous êtes venu me chercher tout à l'heure, vous étiez dans la salle d'attente de cette consultation médicale avec une partie pour les adultes, une partie pour les enfants en salle d'attente. C'est 5000 dossiers médicaux qui sont stockés à la Fondation et à peu près 1000 consultations par an qui sont données gratuitement avec une carte vitale, bien entendu, puisqu'on a un numéro d'agrément. 37 rue des Volontaires dans le 15e arrondissement. Avant, il y a eu d'autres localisations dans Paris. On était à Notre-Dame-de-Bon-Secours et puis à Avenue Foch. Il y a sur place 9 médecins. Ils ne font que des consultations spécialisées. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas atteint d'une maladie génétique de l'intelligence, ce n'est pas pour vous. En plus des 9 médecins, vous avez 2 psychologues, une psychologue de recherche, une orthophoniste, une nutritionniste et même une assistante sociale. Rajoutez à côté, qui n'est pas médicale, une spécialiste de pédagogie et éducation, qui est une ancienne directrice d'une UPI, unité pédagogique d'insertion, qui dans un lycée est une classe avec, par exemple, des enfants trisomiques. Elle apporte le côté pédagogique, mon enfant n'est pas accepté au CP ou etc. Est-ce que vous pouvez me conseiller? Et elle va essayer de débrouiller les chevaux pour essayer de trouver la meilleure solution. La dernière partie, c'est défendre, c'est donc défendre la personne handicapée de sa conception à sa mort. Il y a deux choses que vous pouvez consulter facilement. Génétique.org est un site de bioéthique qui fait une revue quotidienne et gratuite, revue de presse, sur ces thèmes-là. En ce moment, vous savez qu'on est en pleine loi de bioéthique, donc c'est une véritable ruche en ce moment. Et un deuxième site qui est un peu en sommeil, qui s'appelle Planète 21, qui est un site qui est fait pour et par les personnes handicapées mentales, sachant lire, je précise, parce qu'il faut un minimum de lecture. Donc c'est pas pour tout le monde. Je passerai rapidement sur Jérôme Lejeune, puisque cette fondation s'appelle Jérôme Lejeune, mais vous avez vu une présentation dans le film. Ce monsieur
avait de nombreux dons, hein, médecin, généticien, biochimiste, etc. Mais rassurez-vous, il était comme vous et moi. Et une anecdote que raconte sa femme, c'est que quand vous êtes médecin, pas encore médecin, pardon, vous présentez un concours assez dur qui s'appelle l'internat, même très dur, et bien ce monsieur a pris le métro dans l'autre sens et il a raté son internat ce jour-là parce que il est arrivé, les portes de l'examen étaient déjà fermées. Donc vous le voyez ici, une photo de novembre 92. On le voit pas bien, heureusement que vous l'avez bien vu tout à l'heure dans le film, mais je vous ai mis cette photo parce que à partir de cette photo a démarré un programme de recherche mené en interne. Ce ne sont pas des gens extérieurs à la Fondation qui ont soumis et qui ont dit on veut une subvention. C'est en interne qu'a démarré un programme. On va chercher des équipes extérieures qu'on finance totalement. Ça vient de ces 3 flèches qui sont ici. Vous voyez 3 flèches avec marqué 21. Le docteur Bléau, que vous avez pu voir, Pierre, a démarré un programme de recherche en 2004 dont je vais un peu vous parler et que le film va reprendre derrière. Ici, si vous êtes doué en biochimie, vous voyez le cycle de la sérine. Alors ne me demandez pas ce que c'est dans chacune des cellules certes, mais on voit marqué homocystéine, sérine, méthionine, etc., etc. Donc dans ce cycle-là, on est identifié clairement un surplus dû aux 3 chromosomes, d'où les 3 flèches. Et à l'époque, j'étais tout neuf à la Fondation Lejeune, j'étais en train de scanner les photos, et le docteur Bléau est passé derrière moi, fait voir cette photo, il est pas mal, ah mais qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc ce monsieur était défenseur de la vie d'abord, je vais vous l'expliquer, membre de nombreuses académies, le film en parle, dont le prix Kennedy, c'est pas une académie, mais c'est des grands prix, mais membre de l'Académie de médecine. Son assistante, qui est toujours vivante, qui a 82 ans, qui s'appelle le professeur Marie-Odile Rétoré, était son assistante au moment de la découverte à Necker. Elle a toujours quelques consultations à la Fondation et elle forme les autres médecins. Et elle est à l'Académie de médecine également. Je pense que de mémoire, il n'y a que 4 femmes dans l'histoire de l'Académie de médecine. 2 y sont actuellement. Marie-Odile Rétoré est arrivée à la 3e et je ne sais pas laquelle. Avant, je ne sais pas, mais la première, je sais que c'est Marie Curie. Donc vous voyez, il y a peu de femmes à l'Académie de médecine. Il y en a au moins une que je connais. Voilà. Ami de Jean-Paul II, effectivement, quand Jean-Paul II est venu en France, il a souhaité se recueillir sur la tombe de Jérôme Lejeune, et ça avait fait à l'époque grand bruit, puisque il était venu pour autre chose, mais il avait tenu à rendre visite à ce monsieur, parce que ce monsieur était aussi membre de l'Académie pontificale des sciences. L'Académie pontificale des sciences existe après Galilée, et le Vatican a toujours regroupé des scientifiques de haut niveau pour comprendre les avancées de la science et pour voir si, par rapport au dogme, il y avait des choses en incohérence ou pas. D'ailleurs, les chercheurs qui sont à l'Académie pontificale des sciences ne sont pas forcément catholiques. Il était d'ailleurs rentré, grâce à sa découverte, du temps de Paul VI. Voilà, il avait connu après Jean-Paul II. Voilà. Les nombreuses académies, quand vous faites une découverte qui est une découverte mondiale, parce que cette découverte est l'équivalent, si on parlait d'énergie atomique, d'Einstein. La première maladie génétique, entre autres elle est chromosomique celle-là, c'est ce monsieur, chercheur français, qui l'a trouvée. C'est très curieux, mais c'est comme ça. On aurait pu penser à une maladie héréditaire, comme l'hémophilie. On savait que c'était héréditaire, que ça se transmettait de famille en famille. Eh ben non, c'est une autre maladie qui a été trouvée. C'est la trisomie 21, appelée tri-3-some, 3 chromosomes. Voilà. Ce monsieur était défenseur de la vie d'abord. Pourquoi? Parce que quelques années après, dans les années 70, a été mis au point le DPN, diagnostic prénatal, avec une technique mise au point par un Américain et un Danois, qui est la myosynthèse. Donc la myosynthèse permet de prélever du liquide amniotique, de compter les chromosomes, faire un karyotype, comme vous avez vu dans le film, et de savoir si l'enfant à naître sera porteur de trisomie ou pas. Le diagnostic de la trisomie 21 donc, se fait relativement facilement, et 96% des enfants diagnostiqués trisomiques ne naissent pas. La loi de 75
permet d'ailleurs l'interruption de grossesse jusqu'à la naissance. C'est pas une loi nouvelle, hein, c'est une loi qui date de 75 qui permet ceci. Jérôme Lejeune, comme il le disait dans le film, la vraie solution pour lui est la découverte d'un traitement pour la trisomie 21. Il en était convaincu quand il est mort en 94. Il avait quelques hypothèses, mais uniquement des hypothèses. Il n'a jamais eu la chance qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis 2008 s'allume une petite lumière, on est sur une piste, vous allez le voir. Il raisonnait en tant que scientifique, c'est-à-dire que le problème scientifique était de résoudre cette maladie. Comment on résout un problème de maths? Si on déchire l'énoncé du problème de maths au lieu de résoudre le problème, eh bien on a 0 à l'examen. Lui, il partait de cette position-là. Bien entendu, il avait une consultation avec des familles et des enfants atteints par cette maladie-là, et bien entendu, il était au contact de ces familles. Et le souhait d'avoir un enfant comme ça n'est pas pensable. Un handicap est quelque chose, enfin, la conséquence de cette maladie est lourde, et il le savait, et il le savait d'autant plus qu'il soignait ces personnes-là. Il avait cette double casquette recherche et soins. D'ailleurs, quand il est mort à Necker, il a été remplacé par 2 autres professeurs, un qui s'occupait que de la recherche et l'autre que du soin. Voilà, je passe là-dessus. Un point sur la trisomie 21, je vais être rapide. Pourquoi? Parce que les chiffres, la victoire de la médecine, on en a parlé. Les chiffres que je vais vous donner, 65 000 trisomiques, je vous cite la source, c'est un chiffre moyen. Pourquoi? Parce qu'il y a des sources à 75 000 et des sources à 55 000. Vous avez des statistiques relativement fiables sur les naissances, mais peu sur les morts. En effet, quand vous naissez, vous avez un diagnostic trisomie, mais quand vous mourrez, c'est pas forcément inscrit que vous êtes trisomique. Voilà. En France, aujourd'hui, il naît environ une personne trisomique, un peu plus d'une personne trisomique par jour. La prévalence, c'est une conception sur 700, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de diagnostic, ça serait une naissance sur 700, et une maladie rare, c'est plutôt une prévalence de 1 sur 10 000. Voilà, pour vous montrer que ce n'est pas une maladie rare. Une personne trisomique a 3 chromosomes au lieu de 2, alors une personne trisomique 21 a 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Mais il existe d'autres trisomies, 18, 15, etc. Ce qui entraîne 33% de plus de tout ce qui est apporté par ce chromosome supplémentaire. Alors, le chromosome 21, vous allez voir, c'est 250 gènes, donc il y a 250 gènes en trop. C'est comme un peu un moteur qui aurait le starter tiré, donc le moteur va démarrer relativement bien, mais rapidement, il va s'étouffer et avoir ses capacités réduites. Un point sur la recherche, des essais cliniques sont en cours. Ici, ce sont des essais cliniques qui sont en cours grâce aux patients qui sont en consultation, mais il y en a un qui est en ce moment en cours. Vous avez peut-être entendu parler de cet essai clinique à Barcelone, avec 23 personnes trisomiques traitées par un extrait de thé vert. C'est le professeur Maradirsen qui s'occupe de ça. Alors, vous retrouvez les programmes financés par la Fondation Lejeune, ici, et les programmes commandés par la Fondation Lejeune, dont un qui s'appelle Cible 21, donc je vais essayer de vous parler de façon la plus simple possible. Alors, je vous ai amené d'ailleurs le petit prospectus qui permet de... Alors, il est un peu compliqué, mais de vous montrer où on en est. Donc, vous voyez, grosso modo de loin, la phase 1, là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, et pour arriver jusqu'au médicament, il faut aller jusqu'à 8. Donc, on est encore loin de la chose, mais on est déjà à 2 étapes passées. Ce qui veut dire que on est sur la voie pour un traitement. Certes, on n'est pas arrivé. Certes, ce n'est pas. Il ne faut pas dire que demain ce médicament sera prêt, mais si on ne cherche pas, c'est sûr, on n'avancera pas. Donc voilà. Ce programme a commencé en 2004. Et en 2008, il y a eu une avancée importante, c'est que 3 molécules inhibitrices ont été trouvées et qu'elles pourraient être les candidates pour devenir le futur médicament. Alors, comment ça marche? Voici le chromosome 21, c'est la carte du chromosome. Ne la retenez pas, elle est très compliquée. Cette carte donc comporte 250 gènes.
En fonction de la littérature, ça peut monter à 300, etc. Donc, je suis parti sur ce chiffre de 250. Vous allez me croire sur parole, mais si vous regardez ici de près, ici, vous voyez marqué CBS. C'est le gène qui nous importe, qui code pour une enzyme qui s'appelle la cystathionine bêta-synthase, CBS. Donc, comme c'est très compliqué, je prends une comparaison un peu facile, et je vais vous comparer cette carte avec 250 gènes à la carte des châteaux de la Loire avec 250 châteaux. Vous êtes un bon stratège militaire, votre objectif est de conquérir cette région. Comme le parallèle, le scientifique doit comprendre ce qui se passe sur le chromosome 21 et il va s'intéresser aux gènes qui sont responsables du déficit mental. Donc, ont été identifiés, pas forcément par la Fondation Lejeune, mais grâce aux recherches de différents chercheurs aux quatre coins du monde, 6 gènes, il y en a peut-être 7, qui sont liés au déficit mental. 6 sur 250. En clair, si il y avait le gène de la couleur des yeux, je pense qu'on ne s'en occuperait pas. On va d'abord s'occuper de cela. Eh bien, le stratège militaire aura repéré sur la carte les 6 châteaux stratégiques à pendre, puisque après, le reste va tomber tout seul. Donc, on les reporte sur la carte et on part à la conquête de cette région. Le parallèle se poursuit. Chaque gène commande une ou plusieurs enzymes. Donc, le gène, c'est une partie de ce chromosome qui commande pour, on va simplifier, pour une enzyme. Et bien, chaque château a une ou plusieurs portes. Je vais simplifier, je vais dire une porte. Vous voyez toujours le parallèle. On continue. Chaque enzyme a une forme dans l'espace. Aujourd'hui, il faudrait la faire en 3D, là, mais bon, vous l'imaginez bien, vous voyez donc ici un atome carbone, un atome azote, et donc de la même manière, chaque porte a une ou plusieurs serrures. On va chercher finalement le site actif sur lequel va venir se mettre l'inhibiteur. 4 ans après le début, 4 molécules ont été identifiées. Mais oui, vous avez parlé de 3 tout à l'heure. Ben oui, une est toxique, et celle qui est toxique est définitivement écartée, elle ne pourra jamais devenir le médicament. Mais par contre, elle nous intéresse parce que sa forme, la façon dont elle réagit avec l'autre molécule, où elle se fixe, etc., est tout à fait important. Et en 2010, en avril 2010 et en décembre, 3 autres molécules ont été identifiées, et c'est vraiment la première étape qui a été franchie pour la mise au point d'un médicament. Nous avons eu même, début 2011, de nouvelles molécules. Il faudrait arriver à une centaine de molécules pour que ça intéresse un labo. Vous voyez qu'on est encore loin du chemin. Donc, oui, nous sommes sur la première étape pour la mise au point d'un médicament, et ce château, puisque le parallèle est fait, va être un jour ouvert. Chaque voie de recherche, parce que là on était uniquement sur la voie de recherche CBS, est comme un long tunnel noir dans lequel le chercheur s'engage. Vous connaissez les chercheurs qui s'engagent sur des voies-là et qui se cognent la tête, qui ne voient rien. Mais ce qui change tout dans ce tunnel, c'est qu'il y a une petite lumière qui s'est allumée au bout. On ne connaît pas la distance, on ne sait pas si on va arriver au bout, mais ça change quand même de voir dans ce tunnel quelque chose qui s'éclaire. Voilà pour la partie recherche. Ça sera repris dans le film sous une autre forme, vous verrez, avec une armoire. Continuons sur, un peu plus avant sur le CBS. Voici tout autour de ce programme les équipes qui travaillent. Bon, il y en a encore 2 qui sont rentrées, mais vous voyez donc c'est un peu partout, que ce soit en France. Vous avez ici Paris 7, ici Bangalore, Strasbourg, etc., etc. Ces chercheurs-là, pour le travail qu'on leur donne, ce n'est pas une subvention, c'est la totalité du coût de l'étude qu'on leur demande. Donc c'est un peu différent. Voilà pour cette partie-là. Je vais essayer de maintenant vous donner, puisque c'est un lien direct, quelques clés, exactement 3 clés, pour la bioéthique, puisque la trisomie 21 pose un problème de bioéthique, et nous sommes en plein dedans en ce moment avec les lois de bioéthique qui sont à l'Assemblée nationale, puisqu'ils ont fait Assemblée nationale, Sénat, et que maintenant ils sont de nouveau à l'Assemblée nationale. Alors, rapidement, le message de la vie, les chromosomes, les gènes, etc., je pense que vous savez à peu près ce que c'est.
Et mon fil rouge va être la fécondation in vitro. D'ailleurs, je vais prendre cet exemple-là au début et je vais le traiter à la fin avec les clés que je vais vous proposer. Alors, voici un message reçu réel, donc un mail d'une maman qui a eu une petite fille de 3 mois conçue par fécondation in vitro. Vous voyez qu'elle n'a pas d'autre projet parental et elle se pose plein de questions. Pourquoi j'ai mis ce message? Eh bien, tout simplement pour essayer de vous montrer que ces questions de bioéthique ne sont pas réservées qu'aux députés ou des grands savants, ou etc. Mais un jour ou l'autre, dans notre vie, on va croiser ces questions-là. Alors là, c'est la fécondation in vitro, mais il y a d'autres techniques qui font qu'on se pose le même genre de questions. Voilà, donc je vous remercie de votre aide. Vous voyez que finalement, cette dame a plein de questions qui restent sans réponse. Alors, si je vous présente quelques réflexions sur la vie, vous allez me prendre un peu pour un fou, mais si je vous dis la vie est impossible à créer, vous allez me dire mais quand même, je suis là ce soir, donc c'est bien que j'ai été créé. Donc, non, impossible à créer dans le sens où si je prends les exactes quantités qui nous composent, je vais prendre Pierre là, je le pèse au microgramme, carbone, azote, etc., oligo-éléments, et je mets tout ça dans une bonbonne, et j'ai beau secouer, j'ai beau mettre à 37 degrés, j'ai beau mettre des décharges électriques, de la bonbonne, il ne sortira pas Pierre. C'est la même chose pour vous, pour moi, enfin, etc. Donc, c'est une idée de transmission de vie, avec 2 cellules vivantes, une apportée par le père, une apportée par la mère. Si une des cellules n'est pas vivante, ben on n'est pas là. Et donc, avec cette idée de transmission de vie, on aura bien sûr une fin, la nôtre, qu'on ait transmis la vie d'ailleurs ou pas, mais cette vie est donc que transmise. Alors, je ne parlerai pas de l'évolution et de la création parce qu'il faudrait un spécialiste autre que moi, mais c'est vrai qu'on pourrait aborder de ce côté-là. Vous profitez pour voir Capucine, qui est la petite fille du docteur Bléau. Voilà, alors si je vous dis bonjour au XX et bonjour au XY, je pense que vous avez compris que je m'adresse, c'est bonjour mesdames, XX, et bonjour messieurs, XY. Le niveau de génétique que je demande est faible, puisque c'est celui-là. La conséquence, c'est que dans toutes les cellules de notre corps, nous sommes XX ou XY. Je pense que c'est un rappel. Rapidement, qu'est-ce qu'une cellule? Donc une cellule, c'est un sac dans lequel il y a un noyau. Dans ce noyau, il y a des chromosomes. Les chromosomes, je les grossis. Vous voyez que c'est en réalité un fil enroulé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est le filament d'ADN qui est le principal constituant du chromosome. Quelle taille ça a? Une cellule, ça a 10 à 30 microns. Et l'ADN, c'est 10 nanomètres. C'est-à-dire aujourd'hui, même si je suis au CNAM, c'est des distances que j'utilise pas forcément tous les jours. Alors je les ai mis en mètres. C'est 10 millièmes de mètre et 10 millionièmes de mètre. Ça fait petit, petit, petit et extrêmement petit. Donc là, je vous fais basculer dans l'infiniment petit. Alors, même si on n'est pas nombreux, je vais vous poser quelques questions. Grâce à un jeu que vous connaissez, qui était un jeu qui passait à la télévision, qui est Qui veut gagner des millions. Si je vous pose cette question, combien avons-nous de cellules? Est-ce que vous avez une idée de la réponse? Alors, on est 4 là, par exemple. Vous pouvez choisir A, B, C, D, par exemple. Mais, je vais vous donner la réponse, si ce n'est qu'il faut d'abord corriger la question, puisque la question, je l'ai extrêmement mal posée, c'est combien avons-nous de cellules, mais à quel âge? Parce que, effectivement, comme il n'y a pas cette précision, toutes les réponses sont bonnes. On a forcément été une cellule au départ, et aujourd'hui, confortablement assis ou debout devant vous, c'est 70 000 milliards de cellules. 70 000 milliards de cellules, c'est l'ordre de grandeur donné par les astronomes d'étoiles dans le ciel, à peu près. Et dans toutes ces cellules, vous avez XX ou XY. On n'est pas simplement femme ou homme, juste à un coin. Encore 2 autres questions. Combien on en renouvelle par jour à l'âge adulte? Eh bien, on en renouvelle 70 millions par jour à l'âge adulte. C'est-à-dire que ça s'équilibre. Heureusement qu'on en crée tout autant, parce que sinon, rapidement, on disparaîtrait. Et quand on est en croissance, eh bien, on va en construire plus que ce qu'on détruit. Dans toutes ces cellules, nous avons aussi XX ou XY. Dernière question, combien avons-nous de chromosomes? Or, dans le film, on en a parlé tout à l'heure.
nous avons 46 chromosomes, 23 sont apportés par notre père et 23 par notre mère. Alors j'ai une autre question subsidiaire. Est-ce que quand on a 46 chromosomes, on est sûr d'être un être humain? Vous avez une idée là-dessus? Non. Alors souvent on me dit non, on peut être aussi un singe, un chien, je sais pas quoi. Alors comme on n'est pas sûr, je fais l'inverse et vous allez voir le lien avec la trisomie 21. Est-ce que quand on a un nombre différent de 46, c'est sûr qu'on n'est pas un homme? Eh bien, une personne trisomique a 47 chromosomes et c'est certainement un homme. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une des réflexions faites par le professeur Lejeune quand il a fait sa découverte. Il dit « j'ai fait une découverte anti-raciste ». C'était bizarre comme réflexion, tout simplement parce qu'il a eu la confirmation sous le microscope que le chromosome en plus n'est pas un chromosome de poireau, de lapin ou de quoi que ce soit, mais était bien un chromosome humain. Et ça faisait référence au XIXe siècle, et entre autres à John Langdon Down et à Darwin, c'est qu'à l'époque, c'était pas plus raciste pour autant, mais c'était la pensée de l'époque. Il y avait une race supérieure qui était la race blanche, une race inférieure, la race noire, et une sous-race, les Mongoliens. Donc la découverte a permis de réintégrer ces personnes, on savait bien, mais de façon, démontrée, dans l'espèce humaine. Voici pour le nombre de chromosomes. Alors la réponse, si on a 46 chromosomes, eh ben on n'est pas forcément un homme, puisque vous avez ici l'homme a 46, le singe 48, mais celui qui a 46, c'est le lièvre. Et vous voyez que ce n'est pas le nombre de chromosomes qui fait qu'on est homme ou pas homme, c'est la qualité. Ce sont des chromosomes humains ou pas. Et pourtant, c'est le même ADN. Et pourtant, ce sont les mêmes bases. Voilà. Vous retenez pour la suite deux autres espèces. Le cheval a 64 chromosomes et l'âne 62. Alors, le message de vie est contenu dans ces chromosomes et le support est cette molécule d'ADN découverte par Crick et Watson. Vous voyez un petit peu Crick et Watson, c'est pareil, c'est les années 50, ou 53 ou 54. Le nombre de chromosomes humains a été compté pour la première fois en 1955, deuxième moitié du XXe siècle. Donc toute cette génétique moderne dont on parle aujourd'hui, dont on a l'habitude, nos enfants apprennent facilement, je pense dès la troisième ou même avant, c'est relativement nouveau. Cet ADN avec cette structure en spirale et des bases a été identifié, cette structure en spirale et ses bases, très abîmée certes parce qu'il n'y a pas toute la longueur, mais dans des fossiles de fougères datant de plus de 3 milliards d'années. Donc ça laisse supposer que c'est vraiment le message de vie. Le code génétique humain, même si on ne doit pas dire code mais séquence, est composé de 3 milliards 200 millions de bases. C'est-à-dire que si on met tous les chromosomes ensemble, les uns derrière les autres, c'est finalement un long filament d'ADN qui fait à peu près, j'ai mis un point d'interrogation, 1 mètre de long dans chacune de nos cellules, 1 mètre de long en longueur réelle, donc ça fait, quand vous changez d'échelle, pour le rendre visible, changez d'échelle le diamètre, mettez-le à la taille d'un fil à coudre par exemple, et bien vous allez avoir une distance qui fait 550 km, sur lesquels il y a 3 milliards 200 millions d'emplacements qui sont les bases que vous connaissez, les bases nucléiques, c'est pas la peine de rentrer dans trop de détails. Quand on prend des morceaux, ça fait des gènes, des mots ou des morceaux de phrases, ce qu'on appelle des gènes. Le reste, c'est une longue suite de bases. Le génome humain a été séquencé dans les années 2000 et il y a 5% du génome qui est aujourd'hui décrypté. On est un peu comme Champollion devant les hiéroglyphes. On a des suites complètes de bases qui permettent d'ailleurs à la police scientifique de savoir si c'est vous ou si c'est pas vous, parce qu'on retrouve les mêmes séquences et c'est comme ça qu'on peut identifier des choses. Mais on ne sait pas ce que toutes les phrases veulent dire. Quand on renouvelle nos cellules, d'ailleurs, je dis qu'on en renouvelait 70 millions par jour, on en laisse partout derrière nous. Et aujourd'hui, il ne passe pas une semaine, c'est quand tant qu'il y a test ADN par-ci, test ADN par-là, etc. C'est non seulement des cheveux, mais toutes sortes de choses.
aujourd'hui, même en 6e, on parle des experts. Les experts, c'est quasiment que ça, la télévision. Voilà pour l'ADN. Je vais passer sur cette fin qui est peu intéressante. Voici la molécule d'ADN. Vous retrouvez les fameuses bases, adémine, thymine, guanine, etc. Retenez pas les noms. Retenez que cette longue phrase est écrite avec 4 lettres. A, T, G, C. Donc vous avez cette longue phrase avec 3 milliards 200 millions de caractères, uniquement écrit avec 4 lettres. Nous, on écrit avec 26 lettres pour écrire des beaux livres, etc. Mais 3 milliards 200 millions de caractères, c'est 5000 livres, à peu près, une bibliothèque de 5000 livres, pour écrire, vous, moi, enfin, etc. On peut calculer, finalement, aussi le nombre de combinaisons de 4 lettres sur 3 milliards 200 millions d'emplacements. Ça nous donnerait le nombre de combinaisons totales, pour un homme. Hein. Il faut enlever quand même les séquences qui sont toujours les mêmes, parce qu'il y a des séquences qui se répètent. Et ce chiffre a été calculé, et je vous le donne. Voici le chiffre qui donne le nombre de combinaisons totales de codes génétiques humains. C'est 10 puissance 2 millions de codes génétiques différents. Donc la probabilité d'avoir le même code génétique que nous sur Terre, c'est 1 sur 10 puissance 2 millions, c'est-à-dire quasiment rien. L'humanité, c'est non pas 6 milliards 5 d'hommes sur Terre, puisque c'est ceux qui sont vivants, il faut compter ceux qui étaient avant nous. 65 milliards d'hommes ont vécu ou vivent encore sur Terre. Il y en a 6 milliards 5 de vivants. Vous avez quasiment aucune chance d'avoir eu le même code génétique que vous sur Terre. Les clones ont le même code génétique, mais sans chercher les clones, les jumeaux homozygotes, issus de la même fécondation, ont le même code. Le président polonais qui est mort, son frère qui était Premier ministre, ont le même code génétique. Issus de la même fécondation, vous avez exactement le même code génétique. Mais, vrais jumeaux, voilà. Donc voilà, ça semble complètement fou. Euro-million, est-ce que vous savez la chance que vous avez gagné de gagner un euro-million? Cher informaticien. C'est 1 sur 76 millions. Hein? C'est euro-million. J'ai regardé sur Internet, ça la chance que j'avais de gagner, c'est 1 sur 76 millions. Là, 76 millions, c'est 10 puissance combien? 9, hein, grosso modo. Donc vous voyez un petit peu la différence que ça fait. Allez, pour comparer au loto, c'est comme si vous gagnez, non pas euro-million, mais le loto tous les jours de votre vie. Voilà, je vous le souhaite au moins une fois dans votre vie, mais je pense que c'est quasiment impossible, même si cette probabilité existe, d'avoir le même code génétique. Et ça, ce qui est curieux, c'est qu'on le voit par une observation. J'ai pas fait de grande démonstration non plus, hein, même peut-être un peu trop simpliste. Alors ne parlons pas on peut pas passer aussi sur l'évolution juste 2 minutes. Vous avez ici, entre l'homme 46 chromosomes et le singe 48, une barrière chromosomique. L'homme et le singe ne sont pas interféconds parce que justement ils ont un nombre de chromosomes différents et en plus des chromosomes différents. Ils ont des chromosomes proches, certes, mais le nombre de chromosomes est différent. Vous avez une barrière chromosomique qui est le nombre, entre autres. De temps en temps, la nature a quelques exceptions qui s'appellent des chimères génétiques. C'est qu'il peut y avoir des croisements entre espèces n'ayant pas le même nombre de chromosomes. Vous les connaissez, sont dans nos prés, hein, et vous connaissez ce croisement, certainement, ça s'appelle, vous savez, non? Non? Le mulet, par exemple. Le mulet est le croisement de... Alors, de l'âne et le cheval, ça marche pas, puisque ce sont deux mâles, mais de l'âne et de la jument. Moyen mémotechnique, M. Hein, donc, comme ça que je m'en souviens, parce que le croisement inverse, qui est le cheval et l'ânesse, c'est le bardeau, B-A-R-D-O-T, comme Brigitte Bardot, d'ailleurs. Voilà. Ce sont des êtres qui sont appelés chimères génétiques, c'est le terme scientifique. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de descendance ensuite. Ils sont infertiles. Hein. Ils s'arrêtent. Voilà. Il y a juste
un croisement, et après, ils n'ont pas de descendance puisqu'ils n'arrivent pas à se reproduire. Et souvent, on parle d'une mule ou d'un mulet. C'est donc qu'il doit y avoir un appareil génital, masculin ou féminin, mais ils n'arrivent pas à produire leurs cellules reproductrices. Alors, je vous emmène un peu loin, mais vous allez voir. Voici le karyotype, on en a parlé tout à l'heure, c'est le nombre de chromosomes. Les chromosomes sont découpés, rangés, vous avez vu dans le film, c'est très bien fait. Et ici, vous avez donc un homme, XY, non trisomique, et la trisomie 21 se voit quand sur le karyotype, vous avez 3 chromosomes. Ici, vous avez une trisomie libre et homogène, c'est-à-dire que le chromosome est libre. Vous avez d'autres cas où, comme c'est un petit chromosome, il va venir se coller sur un autre chromosome. Donc là, vous avez la trisomie 21. Comme je disais, il existe d'autres trisomies, il peut y avoir la 18, la 15 ou autre, avec des conséquences beaucoup plus graves d'ailleurs que la trisomie 21. Voilà pour le karyotype. Alors pour vous parler un peu de fécondation in vitro, je suis obligé d'aller un peu plus loin, mais je ne vais pas aller plus loin sans vous parler d'un petit... Je vous ai emmené par le nombre de cellules, par plein de choses. La voie de recherche pour trouver un médicament, vous avez compris qu'on est sur une voie. Mais on pourrait dire, mais il n'y a qu'à enlever le chromosome. Et vous vous rendez compte que je le fais facilement quand je fais ça, puisque j'arrive à le faire disparaître, mais il faudrait reproduire ça dans les 70 000 milliards de cellules que j'ai. Ou bien dans les parties correspondantes au cerveau, ou etc., sur la partie intellectuelle. C'est quand même très difficile. En plus, deuxième chose qui se rajoute, c'est que ces cellules se renouvellent. Donc il faudrait recommencer l'opération ensuite. Donc vous voyez que cette voie aujourd'hui n'est pas utilisée, elle sera peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant les techniques ne permettent pas d'arriver à ce niveau. La thérapie génique, dont vous avez peut-être entendu parler, intervient quand il manque un gène sur un chromosome. Vous avez entendu parler des enfants bulles, peut-être que ça vous dit quelque chose. Hein, ces enfants n'avaient pas d'immunité, enfin comment on appelle ça, défense immunitaire, merci. Et le but a été d'introduire un gène manquant sur un des chromosomes, alors je ne sais pas lequel c'est, grâce à un virus. Ils ont désactivé le virus pour le rendre moins virulent, et ils ont rajouté le petit morceau d'ADN correspondant au gène que n'ont pas ces enfants. Ils ont infecté ces enfants avec ce virus, donc le virus est allé dans toutes les cellules du corps pour apporter ce gène. Donc, il y a eu des guérisons grâce à ça. Aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je pense qu'il y a eu certainement des problèmes avec les vecteurs virus ou viraux. Mais c'est quelque chose qui est l'exception qui confirme la règle, parce que normalement, notre code génétique reste identique de la première cellule que nous avons été jusqu'à notre mort. Voilà, alors les gamètes rapidement, ce sont les cellules donc germinales qui ont moitié moins de chromosomes. Vous avez vu dans le film la méiose qui permet d'y arriver. Et ici vous avez donc l'ovocyte ou l'ovule, qui est une cellule relativement fragile, non congelable, même si dernièrement, puisqu'il y a moins de 6 mois, le professeur Friedman a réussi à les vitrifier, et il y a eu une naissance en France à partir d'ovocytes vitrifiés. Donc il a réussi à repasser de l'état congelé vitrifié à une cellule vivante, ensuite à la féconder et ensuite à avoir un enfant. Alors, la fécondation est quelque chose que je résume entre c'est la mise en commun du patrimoine génétique du père et de la mère. Donc c'est l'instant où on va avoir 46 chromosomes, 23 portés par le père et 23 par la mère. Et ça ne changera pas jusqu'à notre mort. Parenthèse faite de la thérapie génique dont je viens de parler. Donc il y a vraiment une rupture par rapport à ce qui précède, et vous avez, les dés sont jetés sur votre code génétique. Toute la partie entre guillemets innée, c'est à ce moment-là. La partie acquis, heureusement, elle va intervenir après. Parce que vous allez voir dans la suite que c'est pas parce qu'on a des capacités, si on les met pas en œuvre, l'éducation, à ce moment-là, on dirait que ça sert à rien. Mais non, ça sert. On peut avoir des dons, mais si on ne les utilise pas, voilà. L'embryon est-il un être vivant? Dès la fécondation, il est complet, unique par son code génétique. Il assure son propre développement, organisation, etc. Et
finalement, c'est un peu comme nous, s'il a toutes les conditions ad hoc pour se développer, de température, de nutrition, eh ben, il va se développer. Mais nous aussi, nous avons besoin de conditions. Aujourd'hui, il fait 32 degrés, peut-être un peu chaud, mais bon, ça va encore. Mais si je suis transporté au sommet du Mont Blanc en maillot de bain, sans eau et sans oxygène, ma durée de vie est de quelques minutes. Sous l'eau, pareil, ma durée de vie est de même quelquefois quelques secondes. Donc, avec des conditions, développement. Au début, un simple amas de cellules, eh bien, très curieusement, on voit un stade éphémère qui permet de mettre le doigt sur le premier organisme que nous étions. Alors, je vais vous simplifier à outrance tout ce qui est avant notre naissance, en 3 phases. La première, c'est le zygote, c'est-à-dire la seule cellule que nous étions. Hein, la voici. La première fois où nous avons eu nos 46 chromosomes. Ensuite, le stade de 2 cellules que tout le monde connaît. Et un stade éphémère à 3 cellules qui, finalement, reflète assez bien ce qu'est un organisme. Parce que cette cellule ici n'a pas bougé, vous voyez, elle est toujours là. Et l'autre s'est divisée en 2, comme si elle s'était divisée sous le contrôle de l'autre. La définition d'un organisme, c'est des cellules qui interagissent entre elles. Si c'était un simple amas de cellules, on serait passé direct de 2 à 4. Or, c'est vrai que dans les livres de sciences naturelles, c'est pas très visible ce stade-là. Ensuite, ça poursuit le développement. Mais en film, la fécondation in vitro permet de le voir. Et voici le petit film en question. Le zygote, stade 1 cellule, puis 2 cellules. Et vous allez voir ce stade éphémère, mais visiblement réel, de 3 cellules pour arriver après à 4. Voilà, 4 cellules. Et après, le film recommence. Ce film est en accéléré puisque la durée de ce film, c'est 48 heures. Les premières divisions cellulaires, nos premières divisions cellulaires, sont extrêmement lentes et après, c'est bien sûr, c'est de façon exponentielle. Donc, l'embryon est un être humain dès la fécondation puisque le code génétique est humain. Et il n'y aura pas d'autre alternative si le code génétique est humain pour devenir autre chose. J'aurais pu marquer une fougère, un singe, un éléphant ou une drosophile. Toutes les analyses montrent que c'est un code génétique humain et que vous fassiez un test ADN sur un embryon ou sur une personne qui est déjà qui a 50 ans, vous verrez, vous reconnaîtrez le code génétique humain. Donc tout se joue là, et c'est une continuité totale jusqu'à notre mort, parenthèse faite de la thérapie génique, et qu'on soit conçu en éprouvette ou de façon naturelle, on n'en est pas moins un être humain. Et demain, s'il y a un clone qui est fabriqué, ça sera un être humain aussi. Alors l'embryon est-il une personne? Là, c'est de la philosophie. Je vais passer brièvement. Au niveau génétique, vous avez vu, j'ai essayé de vous le montrer. Mais finalement, le bon sens, bien avant la génétique, la lettre de cette maman au début, que je vous ai montré son message, elle prenait des nouvelles de sa famille. Le bébé éprouvette, c'était le nom de la fécondation in vitro avant qu'on l'appelle FIV ou FIVette. Hein, on parlait du bébé éprouvette, et le premier bébé éprouvette en France, elle s'appelait Amandine, en 1985. Et avant, le premier bébé éprouvette au monde, c'est Louise Brown, 5 ans avant, qui était anglaise. Enfin, qui est toujours, parce qu'elle est vivante. L'embryon est-il une personne? Le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, dit que c'est une personne potentielle. Vous allez voir, il y a toute une série de possibles de définitions progressives en devenir en fonction du regard des autres. Ça, c'est le professeur Jacquard. Dignité liée aux capacités, c'est Peter Singer, qui dit que on est un homme quand on a les capacités d'être un homme. Si on les a plus, on n'en est plus un. Donc, vous avez une association qui s'appelle Association pour mourir dans la dignité, qui est une association qui milite pour l'euthanasie, avec ce nom qui vient de cette définition-là. Au début de la vie, c'est pareil, c'est-à-dire si vous n'avez pas les capacités d'être un homme, vous n'êtes pas digne d'être un homme. Le principe de précaution, effectivement, pourrait être appliqué. Et juste une position de 3 religions, puisque j'en connais que 3, sur lesquelles j'ai une position claire.
La religion hindoue est un cycle de réincarnation, donc dans toutes les religions, qu'est-ce qui est intéressant? C'est quand l'âme vient habiter l'être vivant, c'est une personne. Comme c'est un cycle de réincarnation, vous avez compris que l'âme précède l'être vivant dans cette religion-là. Pour la religion juive, c'est 40 jours après la fécondation que l'âme vient habiter l'être vivant. 40 jours pour les hommes, 80 pour les femmes. C'est comme ça que c'est écrit. Pour les religions musulmanes, je n'ai pas de renseignements fiables, donc je n'en parle pas. Et pour l'Église catholique, la vie commence au moment de la fécondation. L'embryon est considéré comme une personne, c'est le terme, il n'est pas marqué encore « et », mais pour l'instant c'est « comme ». Ça a varié, puisque il y a eu des discussions du temps de saint Thomas d'Aquin qui étaient proches de la religion juive. Voilà pour la position des religions. Et vous voyez que définition de personne, même si on est 5 ce soir, je pense que si vous posez la question, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une personne? Je pense qu'on aurait 5 définitions différentes. On va dire, mais c'est le moment où on a une première relation entre deux êtres, l'autre va dire, mais non, c'est au moment où on respire, le troisième, c'est au moment où le cœur bat, enfin, etc., etc. Chacun va avoir ces termes différents. Alors, dès la conception, donc, l'embryon est un être humain avec son code génétique humain, et ici vous avez une maquette du stade embryon-fœtus, c'est-à-dire à 12 semaines, puisqu'il y a zygote, embryon jusqu'à ce que vous ressembliez à un homme, environ 12 semaines, et après fœtus. Je termine par la fécondation in vitro pour vous décortiquer la fécondation in vitro et essayer de sortir toutes les questions éthiques qui se posent sur cette technique. Alors la première question, qui est déjà une question éthique, est le recueil des ovocytes. Pourquoi c'est une question éthique? Eh bien tout simplement parce que il faut vous faire une anesthésie générale pour aller récupérer les ovocytes. Après une stimulation ovarienne souvent douloureuse pour la femme. L'anesthésie générale, c'est pas rien. Ensuite, les ovocytes étant non congelables, la parenthèse faite quand même du professeur Friedman qui a réussi donc la vitrification, ce sont des embryons qu'on met en culture, donc on va créer un code génétique unique et tous ne vont pas arriver au bout, bien entendu. Vous allez me dire, dans la nature non plus. Certes, mais là, c'est un tiers qui vient interférer dans la chose. En France, donc, tous les ovocytes sont fécondés et le prélèvement est entre 11 à 15 ovocytes. Et 3 sont simplement réimplantés dans le ventre de la mère. Donc, il va y avoir un stock appelé embryon surnuméraire. La loi en Allemagne interdit ces embryons surnuméraires, puisque en Allemagne, on recueille 3 ovocytes, on les féconde, on les réimplante tous les 3. Et en Allemagne, c'est pas pour des raisons religieuses, c'est pour des raisons politiques, puisqu'ils ont eu un dictateur pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont inscrit dans leur loi l'impossibilité pour un prochain dictateur, qui ne souhaite pas bien entendu, d'avoir un stock d'embryons disponible pour lui. C'est ça qu'ils ont écrit. L'ICSI, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? L'ICSI, c'est, vous voyez ici donc l'ovule, et une micropipette qui vient introduire un spermatozoïde dans l'ovule de force. Ici, c'est un morceau de fer pour caler l'ovule, donc ça n'a rien à voir dans les cellules. Alors, où est le problème éthique? C'est que le rapport entre les cellules est 1 pour 1, c'est-à-dire une cellule apportée par le père pour une par la mère. Vous allez me dire, oui, mais ça ne change pas. Mais dans la nature, c'est 200 millions apportés par le père pour une apportée par la mère. Sur quels critères elle est choisie, comment, quoi, etc. Vous voyez qu'il y a des questions à se poser là-dessus. Le transfert in utero, aujourd'hui, il a lieu entre 48 heures à 3 jours. C'est d'ailleurs ce fameux film que vous avez vu. Ici, vous allez me dire, le problème éthique, il est où? C'est que si on prolonge ici 3 jours, 10 jours, etc., vous arrivez, c'est le concept de utérus artificiel, et on arrive dans le meilleur des mondes où le bébé est carrément conçu uniquement en laboratoire. C'est une question qu'il va falloir se poser, puisque il y a certainement des gens qui cherchent sur cette voie. Oui? Ah non, à l'heure actuelle, non. Mais
Très curieusement, il y a des records en médecine qui sont quelquefois un peu, je vais dire un peu imbéciles, je les juge, là c'est dommage, non je ne devrais pas dire ça, mais on arrive à faire naître des enfants de plus en plus tôt, quelquefois 5 mois de grossesse, vous voyez, à chaque fois, un exploit, pas un exploit, je ne vais pas le juger, je vais rester là-dessus. Et de l'autre côté, on essaye de garder l'embryon en dehors du corps de la mère le plus tard possible aussi. Un jour, ça va se rejoindre. Et là, vous aurez trouvé l'utérus artificiel. Non, pas le clonage. Pas encore, pas encore. Le clonage, c'est différent. Hein. Le clonage, vous prenez un ovule, vous enlevez le noyau apporté par la mère, et vous mettez votre propre code génétique, le vôtre, que j'ai pris dans une de cellules, 46 chromosomes, d'un seul coup. Je fais un choc électrique pour que ça redémarre, et la multiplication des cellules va redémarrer. Ah si, mais il faut un utérus quand même. Pour l'instant, il faut un utérus, parce qu'on ne sait pas faire ça. Mais Dolly, comment a été construit Dolly? On a pris un ovule de brebis, on a enlevé le code génétique de l'ovule, apporté par une brebis X, et on a mis le code génétique complet de la brebis, Dolly. Et après, on a remis ça dans une brebis, et ce qui est né, c'est le clone de Dolly, qui a d'ailleurs été euthanasié parce qu'elle avait d'autres problèmes. Hein. Visiblement, il doit y avoir des contrôles d'horloge biologique qui fait qu'elle a vieilli très très vite, et alors elle a rattrapé l'âge de son clone. Enfin bon, il y a des choses qui sont... Aujourd'hui, je ne connais pas tout, mais il y a des choses... La réalité, c'est qu'ils ont arrêté sa vie au clone de Dolly. Et voilà, ils ont constaté qu'il y avait des choses des gros désordres. Enfin, en tous les cas, pour l'instant, le clonage humain a été annoncé par le professeur Wang coréen, et après démenti 1 an après. Hein. Pour l'instant, ça n'existe pas, mais un jour ou l'autre, ça risque d'arriver. Donc, un problème supplémentaire, c'est les mères porteuses. Vous voyez que c'est un autre problème éthique, qui d'ailleurs se complique par des problèmes juridiques derrière, puisque imaginez que vous fassiez faire ça, vous avez un projet d'enfant, vous faites porter par une mère qui soit s'attache à l'enfant, donc ne veut plus, même s'il a été payé, le rendre, donc les contrats derrière, ou bien un accident pendant sa grossesse, donc l'enfant n'est pas celui que vous escomptez, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir là-dessus. Les problèmes de grossesse multiples, parce qu'effectivement, quand on réimplante 3 embryons et que les 3 se développent, on a affaire à des couples qui sont en attente forte d'enfants, parce que sinon on ne passerait pas par là, une grande souffrance, et quand on leur apprend qu'il y en a 3, et qu'on va en garder qu'un, ou qu'il faut réduire à 1, je pense que c'est des problèmes sur lesquels il faut réfléchir aussi. Dernier problème éthique, c'est vous vous retrouvez en blouse blanche dans un laboratoire et vous allez sous votre microscope regarder les embryons que vous allez réimplanter. Ils sont classés en 4 types, A, B, et C et D, que j'ai regroupé C et D, et vous allez devoir décider, vous biologistes, de leur transfert in utero, leur mise au congélateur ou leur destruction immédiate. Alors quand je présente cette diapo, la plupart du temps, on dit C et D, destruction immédiate. Donc je reprends depuis le début le code génétique unique qui n'est plus là. On s'arrête à ça, hein, c'est-à-dire que on regarde simplement. Après il reste le A et le B. La plupart du temps on me dit on réimplante le A et on congèle le B. Mais comme le A a tendance à mieux se congeler, c'est plutôt l'inverse qu'on fait. Vous avez devant vous je vais carrément le dire, un délit de sale gueule, quoi. Il est moche, le CED est moche, donc je l'élimine. Le problème éthique, dans la nature, ça peut se trouver aussi comme ça, puisque chaque fécondation ne mène pas forcément à un enfant à la fin. Il y a des arrêts de grossesse, etc. Mais là, c'est un tiers qui décide de son sort. C'est complètement différent. Les questions donc d'embryons surnuméraires, voilà les chiffres de 2008. Je vais avoir les chiffres de 2010 bientôt, de 2009, pardon. Vous aviez en stock 176 523 embryons. Amandine, je me suis trompé, je dis 85, c'est 82. Et a été créé en 2008 233 784 embryons. J'ai fait le rapport par rapport au nombre de naissances, ça fait 1 sur 17.
le rapport est un peu brut, c'est la division, mais en réalité, sur le 233, il y en a une partie qui sont rentrées dans le stock là. Je ne sais pas combien, mais voilà. En Allemagne, je vous en ai parlé, il n'y a pas de stock, et en Italie, c'est pour des raisons religieuses qu'il n'y a pas de stock. Il y a d'autres... Pour éviter en deuxième traitement de la femme, traitement hormonal lourd, et un deuxième prélèvement d'ovocytes avec anesthésie générale, etc. Qui est pas rien, l'anesthésie générale. Voilà, donc les embryons vieillissent, puisqu'il y en a qui ont 15 ans, même si la loi stipule 5 ans, il y en a quand même qui sont conservés après. Le nouveau transfert, le succès est faible, 6%, et il y a un risque qui commence à être évalué. J'ai marqué plus parce que il y a par exemple une association de Iceman aux États-Unis, de gens qui sont passés par le stade congelé, qui vraisemblablement partagent des choses ensemble. Aujourd'hui, on commence à voir ce genre de choses. Absence de projet parental, vous voyez la dame du départ disait je n'ai plus de projet parental, mais que deviennent finalement ses enfants? Elle est très contente avec sa petite fille, mais elle ne va pas avoir 7 autres enfants, ou 8, puisqu'elle en avait 8. Vous voyez tous les problèmes que ça pose. Voici aussi quelques objections à l'utilisation des embryons surnuméraires. Si, puisqu'il en est question aujourd'hui dans les lois, on autorise la recherche sur l'embryon, donc on va chosifier l'embryon et on va donc rendre à l'état de matériel scientifique les embryons qui sont finalement des êtres humains au niveau génétique. Là-dessus, il n'y a pas de doute au niveau génétique. Incitation à la création de nouveaux embryons sans projet parental. Effectivement, on va vous dire, écoutez madame, on ne va pas prendre 10 ovocytes, on va vous en prendre 15. Et puis les 5 ou 6, là, ceux-là, ils sont directement pour la science. Vous en occupez de rien. Je fais une petite parenthèse. Pour conserver les embryons, vous payez. Vous payez l'allocation du froid. Expérimentation sans visée thérapeutique. Eh ben, c'est aujourd'hui, les recherches sur l'embryon sont interdites, sauf qu'il y a eu dérogation de 5 ans, à condition qu'il y ait une visée thérapeutique, c'est-à-dire pour soigner. Aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent dessus ont dit, finalement, la thérapie, non, c'est pas pour tout de suite, c'est pour une connaissance générale. Et le dernier point, c'est nécessité de réanimation avancée avant l'utilisation expérimentale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un embryon congelé à moins 182 degrés dans l'azote liquide, ça ne sert à rien. Il faut le décongeler pour le ramener à la vie. Et donc, une fois qu'on va faire déployer tous ces efforts, je pense que vous connaissez ce film Hibernatus avec Louis de Funès, qui est très drôle, mais c'est un peu ça. Donc on va ramener à la vie cet embryon, et une fois qu'il sera bien en forme, on va prendre une cellule souche pour un tel, une cellule souche pour un tel. C'est comme si dans Hibernatus, une fois qu'on a bien fait dégeler l'hiberné, on disait les yeux sont pour De Funès, les bras sont pour le docteur Bibolini, etc. Vous voyez que il y a des questions à se poser aussi là-dessus. Alors, les solutions, il n'y en a pas forcément. La situation est aujourd'hui, on crée encore des embryons surnuméraires tous les jours. Il y a j'ai trouvé une association qui s'appelle Miranda qui se propose de les adopter. Quid de cette association? C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Je ne sais pas qui c'est. Hein. Et l'arrêt des moyens extraordinaires, ça c'est un terme qui est employé en fin de vie sur l'acharnement thérapeutique. On parle d'arrêt extraordinaire. Est-ce que la congélation à moins 182 degrés est un moyen extraordinaire de maintien en espace vie? Voilà. Je terminerai sur la bioéthique. Bon, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Je vais vous donner ces fameuses 3 clés. La première chose, ce qui semble pas poser de problème éthique, c'est l'aide à l'ovulation, rétablissement d'ovulation tubulaire, greffe, etc., soins in utero et autres. En clair, ce qui est plomberie, la clé plomberie. Si c'est de la plomberie, et que votre clé fonctionne, c'est bien de la plomberie, a priori,
il n'y a pas de problème éthique. Ou rare. À ma connaissance, je n'ai pas trouvé encore. Tout ce qui est où il va falloir se poser une question, parce qu'il y a peut-être une question derrière qui se cache, c'est tout ce qui intervient dans la procréation, c'est-à-dire qu'on remplace le père, on remplace la mère ou on remplace les deux. Ça va très loin, hein, ça va du clonage, en passant par la congélation, les moyens anticonceptionnels, etc. Donc vous voyez, là, il faut se poser des questions. Et la troisième clé, c'est est-ce que cette technique se fait aux dépens de la vie d'un autre? On regarde la fécondation in vitro, le but étant d'avoir un enfant, dire c'est génial, on va avoir un enfant. Oui, et cette maman est très contente. Mais vous avez vu que c'est au prix de combien d'autres embryons qui auraient pu naître? Le rapport, grosso modo, allez, 1 sur 10, 1 sur 11, 1 sur 17, dans mon calcul brut, etc. Voilà, les questions, il faut se les poser. On ne peut pas passer à côté des questions. Maintenant, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien? Ce n'est pas à moi d'être le juge là-dedans et je m'en garderai bien, même si j'ai mon opinion personnelle, bien entendu. Alors, bébé médicament. Alors, dans la fécondation in vitro, vous regardez les embryons, il y a un double tri. Donc, c'est une famille qui a un enfant malade, qui va avoir comme projet d'avoir un autre enfant. Bon, il va falloir une greffe de moelle, etc., compatible avec le premier. Donc, ils vont faire une fécondation in vitro. Ils vont d'ailleurs faire le premier tri tel que vous l'avez vu là, hein. Ceux qui sont, entre guillemets, à la destruction immédiate, ils iront à la destruction immédiate. Ok? Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont tester, c'est-à-dire ils vont aller plus loin, sur la compatibilité de l'embryon avec le grand frère. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer plus avant dans l'analyse. D'ailleurs, tous ceux qui ont la même maladie que le grand frère ou la grande sœur, on va les écarter. Et on va garder dans les embryons sains que ceux qui sont compatibles. C'est-à-dire que ceux qui sont sains, mais qui ne sont pas compatibles, seront écartés aussi. C'est-à-dire détruit, écarté, c'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez qu'il y a double tri. Donc le but final, il est bien de sauver le frère ou la sœur, et ça ne peut être que louable, mais si c'est au prix de, je sais pas, 10, 12, 15, voire plus, il faut se poser au moins la question. Voilà. C'est dur à dire, mais c'est comme ça que c'est fait. Aujourd'hui, sur la myopathie, vous avez un petit garçon qui a été présenté en l'an 2000, Valentin, à côté de Gérard Rolls, mobilisez-vous, etc. Mais Gérard Rolls a dit quelque chose qui était tout à fait exact. Continue à donner, la science fait des progrès énormes, Valentin est exempt de la maladie. Exempt, ça veut dire quoi? Il ne l'a jamais eu. Mais vous non plus, vous ne l'avez jamais eu. Comment est né Valentin? Il avait un grand frère ou une grande sœur atteint de myopathie, ce qui est terrible. Les parents sont passés par la fécondation in vitro, ils ont fait le tri, ils ont réimplanté dans le ventre de la mère le petit Valentin qui n'avait pas la myopathie. Là, je ne donne pas mon avis, c'est bien, c'est pas bien, mais sur la maladie, on n'a pas guéri la myopathie. On l'a évité, on est passé à côté, vous voyez? Voilà pour la partie bioéthique que j'ai mise... on en avait discuté avec Pierre, parce que l'actualité est là-dessus. Sinon, j'aurais parlé que trisomie 21, trisomie 21. Voilà. On va repartir sur la trisomie 21 avec les deux derniers films. On va revenir dans le médicament. Et bien sûr, je suis à votre disposition s'il y a des questions. D'ailleurs, vous faites comme vous, hein, n'hésitez pas à poser ce genre de questions. Voilà, donc génétique.org. Je vous ai apporté aussi un bonus, parce que les lois sont... un peu différentes. Vous savez que en France, le don de gamètes est anonyme. Voici les pays où c'est non anonyme. Voici, il peut être rémunéré, non anonyme et rémunéré. La gestation pour autrui, vous voyez dans quel pays elle est autorisée. En France, elle est interdite. L'aide médicale à la procréation pour les femmes célibataires. Post-mortem, c'est-à-dire si le conjoint est mort. Et l'aide médicale à la procréation pour les femmes homosexuelles sur les pays en question. Et j'ai la même chose pour une vue un peu plus large dans le monde. Voilà ce que ça donne sur les mêmes critères. Voilà. Donc en Italie, il n'y a pas de don de gamètes, 0. En France, il est anonyme et gratuit. En Allemagne,
il est non anonyme, c'est-à-dire qu'on sait qui est le ou la donneuse. Au Danemark, il y a même un catalogue, et c'est rémunéré. Et en Espagne, j'ai même trouvé les prix. Un ovocyte, ça vaut entre 6 000 à 10 000 euros. Et pour la gestation pour autrui, en France, c'est interdit, pas de mère porteuse. En Hongrie, c'est autorisé si c'est la même famille que la mère, c'est-à-dire si c'est la mère de celle qui veut avoir un enfant ou la sœur de celle qui veut avoir un enfant. En Israël, c'est autorisé au couple juif si la mère porteuse est juive. Et aux États-Unis, c'est autorisé. Et à Los Angeles, il y a des agences avec des mères porteuses, des contrats, etc. Vous avez à peu près les coûts. Et je pourrais rajouter que Elton John a eu son enfant grâce à cette agence, une des agences en question, et qu'il est né le 25 décembre de l'année dernière. Avec son compagnon, ils ont passé un contrat avec une mère porteuse. Si vous voulez vous détendre en regardant de la science-fiction, pas avec des rayons laser, vous regardez Bienvenue à Gattaca. C'est un film qui doit avoir une 12aine d'années avec Uma Thurman qui est charmante, parce qu'elle est jeune. Et pour ceux qui ne savent pas où est Gattaca, Gattaca, vous retrouvez les bases de l'ADN ATGC. Et c'est tout un film sur le code génétique. Je pense que vous le regarderez avec des yeux... vous verrez qu'il y a des castes à cause du code génétique. Il y en a qui sont supérieurs, inférieurs, etc. Et il y en a un qui est dans la caste qui veut essayer, parce que sa motivation, en réalité, c'est de partir en dehors de la Terre. Donc ça, c'est un peu science-fiction, mais sinon, à part ce seul vaisseau interplanétaire qui part, il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas de genre de trucs comme ça. Oui. Oui, ou plus on disparaît. Et ils sont d'ailleurs avec un espèce de casque, des électrodes, pour les maintenir dans l'état inférieur aussi. Si vous vous souvenez. Et il a une phobie, c'est-à-dire comme on perd des cellules, il est toujours en train de se laver les mains, de se coiffer, etc. Parce que sinon, il est perdu, quoi. Si jamais il y a une de ces cellules qui tombe, il peut être repéré, etc. Et un film un peu plus récent, qui s'appelle The Island, et là, qui pose le problème très clair, je ne vais pas dire de quoi, sinon je vous donne la clé du film, mais faut pas le dire. Voilà. Mais normalement, je le dis pas parce qu'il faut le voir, parce qu'on s'en aperçoit qu'à la moitié du film, hein, normalement. Mais bon. Voilà. Et samedi dernier, voilà où j'étais, au pied de la Tour Eiffel, pour rassembler des vieilles voitures au profit de la Fondation Le Jeune. Voilà, c'était à côté de chez vous, ou presque. Bon. Je vous propose les deux films. Et où est-ce qu'il est mon truc? Qui vont reprendre le cours de la trisomie 21, bien entendu. Vous allez voir. Sur la science et les témoignages ensuite. Allons-y. J'ai éteint la lumière. La trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down, est une maladie génétique liée à un accident chromosomique provoqué par la présence d'un troisième chromosome sur la 21e paire. Notre patrimoine génétique est réparti en 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes au total. En revanche, une personne trisomique en compte 47. Ce chromosome en trop est présent dans les 70 000 milliards de cellules de l'organisme. La fécondation de l'ovule par le spermatozoïde est le point de départ d'un embryon composé de 23 paires de chromosomes. Dans chacune de ces paires, un chromosome vient du père et l'autre de la mère. En général, la présence d'une copie supplémentaire d'un chromosome bouleverse le développement d'un être humain au point qu'il meurt avant sa naissance. Il existe cependant quelques exceptions, en particulier
celle du troisième chromosome dans la paire 21. Elle a pour nom trisomie 21 ou syndrome de Down pour les Anglais. Notre ADN, constituant les chromosomes, contient l'information génétique. Cette information conditionne très largement le développement et le fonctionnement de notre organisme. Nos chromosomes contiennent les gènes. Une personne trisomique a 3 chromosomes 21 au lieu de 2 et donc 33% de gènes en plus pour ce chromosome. Le développement physique et intellectuel des personnes trisomiques est affecté par cet excès de gènes. Comme le disait Jérôme Lejeune, leurs yeux sont un peu obliques, leur nez petit dans leur face ronde et leurs traits incomplètement ciselés. Tout enfant a les mains courtes et les doigts courts, les leurs sont plus courts. Toute leur anatomie est comme arrondie, sans aspérité ni raideur. Leurs ligaments, leurs muscles, ont une souplesse qui donne une tendre langueur à leur façon d'être. Et cette douceur s'étend à leur caractère, expansif et affectueux. Les enfants trisomiques 21 sont plus enfants que les autres. Ils ont un charme spécial, plus facile à chérir qu'à décrire. Ceci n'est pas pour dire que la trisomie 21 soit une condition désirable. C'est une maladie implacable qui prive l'enfant de la qualité la plus précieuse que nous confère notre patrimoine génétique, la pleine puissance de la pensée rationnelle. C'est-à-dire que ces personnes ont besoin de plus de temps que d'autres personnes pour apprendre et comprendre. L'espérance de vie des personnes atteintes de trisomie 21 était de 9 ans en 1930. Aujourd'hui, elle est de plus de 55 ans. Nous pouvons continuer à améliorer leur état de santé par un suivi. C'est ce que nous faisons à l'Institut Jérôme Lejeune, par une attention et une rééducation adaptées afin de prévenir les surhandicaps. Un des programmes de recherche de la Fondation Jérôme Lejeune est le programme Cible 21. Il a pour objectif de mettre au point un médicament pour traiter la trisomie 21. Ce traitement, comme par exemple celui du diabète, serait un traitement de toute une vie. Le but est de freiner l'excès de fonctionnement du troisième chromosome en recherchant des molécules inhibitrices. Comparons le chromosome 21 à une armoire. Cette armoire contient 300 tiroirs comme il y a 300 gènes sur le chromosome 21. Seuls les gènes liés au déficit intellectuel présents sur le chromosome 21 nous intéressent. Les chercheurs ont actuellement identifié environ 6 gènes candidats pour le déficit intellectuel. Nous avons donc 6 tiroirs qui correspondent aux gènes identifiés ci-dessus. Chacun de ces gènes code pour une ou plusieurs protéines, souvent une enzyme. Il faut savoir qu'il est très difficile d'agir sur les chromosomes ou sur les gènes. En revanche, on peut intervenir sur les enzymes codées par ces gènes. Par exemple, ouvrons le tiroir CBS. Nous observons que ce tiroir est trop plein et qu'il y a trop d'enzymes codées par ce gène. Nous allons donc bloquer ce surplus d'enzymes responsable d'une partie des symptômes de la trisomie 21 en créant un médicament capable de l'inhiber. La recherche d'un médicament contre le déficit intellectuel a commencé. Dans Cible 21, nous avons déjà criblé des centaines de milliers d'inhibiteurs potentiels. Des molécules actives ont été identifiées sur lesquelles nous travaillons pour trouver un médicament. Un programme de recherche est complexe et demande du temps. Aujourd'hui, nous avons identifié des cibles et nous commençons à avoir des molécules capables de les atteindre. Voilà. Donc ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, si ce n'est que c'est plus les châteaux de la Loire, mais c'est une armoire. Peut-être que vous comprenez mieux comme ça. Et vous avez compris que c'est plusieurs centaines de milliers de molécules qui ont été ciblées, criblées, et il y a encore beaucoup de travail à faire. Que dire
À un moment, il parlait du diabète, ce monsieur. Effectivement, la stratégie est d'avoir un traitement qui sera pour tous les jours ou tout au long de la vie. Est-ce qu'on guérit du diabète? Mais malheureusement pas. Et d'ailleurs, bon nombre de diabètes sont aujourd'hui avérés d'origine génétique. Mais on peut vivre avec un diabète si on a un traitement. Eh bien, ça serait ça. Alors, Pierre a eu la chance de venir, enfin la chance, il a provoqué la chance de venir à la Fondation, le jeune, et le docteur Bléau, qui est un monsieur qui est à l'origine de ce programme, a commencé par trouver dans un dossier médical anonyme, puisque c'est pas ses patients, la photo d'une petite fille de 12 ans, et qui nous a montré en réunion. Il nous a dit: vous avez vu cette petite fille? Oui, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle est trisomique. Aucun aspect extérieur, ses parents ne le savaient pas, ses professeurs ne le savaient pas, ses frères et sœurs ne le savaient pas. Il a simplement dit: vous avez la preuve devant vous que demain on pourra trouver un traitement. C'est tout ce qu'il a dit. Bon, derrière, elle a un secret génétique. C'est que, mesdames, vous êtes XX, mais vous utilisez qu'un chromosome X, et que la chance a voulu que le chromosome 21, au lieu d'être libre, comme je l'ai montré tout à l'heure, est venu se coller sur le chromosome X, et donc ne l'exprime pas. Donc on peut bien avoir les 3 chromosomes 21, donc être trisomique, mais ne pas exprimer la trisomie. C'est ce qu'on va essayer, non pas de faire coller les chromosomes, mais d'inhiber ce qu'il y a en trop pour redescendre à un niveau normal, cette fameuse CBS. Mais il n'y a pas que la CBS, il y a aussi les 6 autres gènes en question. Voilà. Avant de passer sur les témoignages de ces personnes, est-ce que vous avez encore quelques questions concernant soit le traitement, soit, je sais pas, l'espérance de vie, soit d'autres choses sur la trisomie 21? Ce que je crois, là, quand on regarde, on est dans une complexité quasiment infinie, et à des instants donnés, on trouve une petite porte. Exactement. En observant la réalité. Et moi alors, je n'ai pas dit, et on ne sait pas pourquoi on l'a trouvé. Mais quand je faisais des expériences de mise en route de matériel industriel, ça ne marchait pas, et à un instant donné, on trouve. Vous faites une association d'idées ou de choses comme ça. Exactement. Et donc, à la limite, il faut continuer à chercher, il faut faire passer les messages, et il faut y aller. Alors voici, pardon, allez-y, si vous avez encore des questions. La dernière partie, qui est quoi, les 5 dernières minutes, c'est ceux pour qui on bosse. Parce que vous allez voir, il y a un lycéen et il y en a un qui est retraité. Alors, vous tendez l'oreille pour le retraité, parce que à son époque, je pense qu'il n'a pas bénéficié d'orthophonie. Une personne trisomique, entre autres, dans les conséquences de sa trisomie, vous avez souvent ils ont des myopies, souvent ils ont ou des strabismes, ou etc., ou des affections cardiaques. Ils ont entre autres aussi une langue qui est le double de la nôtre. Essayez de parler avec une pomme de terre dans la bouche, et vous allez voir le résultat. Et donc celui qui est à la retraite, donc qui a plus de 60 ans, il va parler, et vous allez le comprendre difficilement, parce qu'il parle justement avec cette langue comme ça. D'ailleurs, ils ont tendance à sortir la langue parce qu'elle est trop volumineuse. Il dit « Je suis à la retraite, je suis heureux, content ». Il parle comme ça, mais ça vient de là. Les autres ont un peu ces difficultés, mais vous allez voir les différences qu'il peut y avoir dans l'élocution. Je vous préviens de ça pour que vous puissiez comprendre le sens de ce qu'ils vont dire. Et puis, c'est vraiment pour eux qu'on travaille, quoi, pour trouver demain un traitement possible. Je vous laisse avec eux. Là, je vis encore chez mes parents.
Et je vais m'installer au foyer des jeunes travailleurs. Que je vais au foyer pour trouver un travail. Ensuite, je prends un appartement. Je vais faire comme tout le monde. Donc moi, je suis pas pareil que les autres, que je suis très ami. Je dis aux autres, il ne faut pas moquer les gens qui sont très amis. Moi, je ne vais pas entendre parler de ça. Parce que je pense que nous, être très amis, qu'on est capable de tout faire comme les autres. Moi, ma vie, que je veux, c'est... Je veux aider tous les handicapés et tous les très amis. Je veux faire parler à mes amis avec ma famille. Un ami qui est très ami, il comprend. Et un ami qui n'est pas la très amie, qu'on est même handicap, on comprend très bien ensemble. Mon boulot, c'est à la bibliothèque de Bora et ça me plaît bien d'être au travail. En fait, mon appartement, je le seul et je reste seule. J'adore sortir sans mes parents. Puis j'adore faire la fête entre les copains et les copines. Je suis une fille unique, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, naturellement. Puis que je suis une fille aussi très lourde. Ça me touche au cœur et que je suis différente des autres. Mais tout ce que j'aime, c'est mon père et ma mère. Hello, my name is Robin. Je suis un petit grec des classes. J'ai du mal à suivre et j'ai besoin de beaucoup de temps pour réfléchir. Je meurs d'envie d'être déjà être adulte. Est-ce que tu es heureux d'être trisomique? Pas vraiment. Pour quelle raison? Parce que quelquefois, enfin pas quelquefois, mais toujours, j'en ai marre qu'on se moque de moi. Avec leur regard, pour dire mais qu'est-ce qu'il fait ici? Alors que je n'ai rien fait de mal. Il y a quelques gens qui se moquent, peut-être parce que je suis différent un peu d'eux. Moi, mon travail, c'est très important dans ma vie. Je donne des sous. Que je sais que j'ai un petit copain. Il travaille aussi avec moi. C'est super beau. Je sais que c'est pour l'amour. Et je suis heureuse comme ça, de ma vie et de mon cœur, quand je pense, c'est des avec mon copain, et pour l'instant, j'attends. J'attends que je suis vraiment capable de beaucoup de choses dans ma vie. Et heureusement que j'ai des parents qui sont là. Moi, pour être très jeune, je sais que je suis un peu handicapée et j'essaie de comprendre. Mais je suis bien comme ça. Je suis bien, je suis naturelle. Et je suis belle. Là, en fait, c'est peut-être une émission en fait, au folie. Après, c'est content, heureux, au folie. Et l'amour, qu'est-ce que t'en penses? Oh non, arrête tout de suite. Oh, prenez pas mon tour. T'as bien une copine? Non, c'est ça. C'est mon copine. Je suis content. Là, heureux. Les hommes, c'est pas pour moi. Pour toi. L'homme et les femmes, ça m'intéresse. Et ma vie de trésor, moi, ça ne me plaît pas. On n'est pas comme les autres. Et moi, c'est mon frère. Je suis comme je suis. Mes parents, ils m'ont élevé comme ça.
Et ça, on ne peut pas enlever. C'est gravé dedans. Je suis heureuse, c'est ma nature. Pour enlever mon monde, on peut faire tout. Et pour être aimé, il faut se battre. Et moi, je ne suis pas la seule à être très unique. Il y a plein d'autres qui attendent d'être très unique. Et chacun a son caractère. Être très unique, c'est pas facile. On est comme on est. Et ceux qui se moquent de moi ou de Robin, on les ignore. Point. Moi, c'est pour ça que je ressens en tant que trésor. Parce qu'il n'y a pas que moi. Mais ceux qui se moquent de Robin, que Robin il se dit dans sa tête, j'ai plus de chromosomes qu'eux. Il est comme ça, et voilà. Pour être très aimé, moi je veux qu'on fasse des dons. Et beaucoup de plaquettes, de médicaments pour guérir ça. Je sais que c'est pas facile pour gérer ça, mais il ne faut pas baisser les bras. Alors ça vous inspire quoi ces 6 témoignages ? En fonction de leur éducation, de leur entourage, des rencontres, en fonction de quelquefois tout simplement de carences qu'ils ont eues au cours de leur vie. Quand une personne trisomique qui est plutôt endurante au mal a une otite, quelquefois votre enfant a 4, 5, 6, 7 otites séreuses sans que les parents s'en rendent compte. Du coup, perte d'audition, décalage par rapport aux autres enfants, perte de sociabilité, et vous avez des écarts qui se creusent quelquefois comme ça. J'en passe, je ne suis pas médecin, mais vous voyez très bien qu'il y a différents stades, pas forcément il y a toujours le 3e chromosome, mais il peut s'exprimer plus ou moins fort. Je ne vais pas vous faire les yeux bleus, les yeux marrons, mais parce que vous connaissez ça par cœur ou presque. Vous vous souvenez des gènes récessifs, dominants, etc. Il peut y avoir plus ou moins de force, mais il y a aussi tout l'entourage qui joue. Vous avez vu l'orthophonie comme c'est flagrant entre le retraité et celle qui parle bien, qui est la 2e. On voit sa langue qui sort, qu'il n'arrive pas à tenir dedans. Voilà. C'est la taille. Il n'a pas eu l'apprentissage pour la poser. Mais on le comprend quand même. Oui, ils ont eu de l'orthophonie, certainement. Celui qui parle anglais est touchant aussi. My name is Robin, et puis les yeux, le regard qui fait comme ça, qui... Oui. Ou j'aime pas, c'est j'aime ou j'aime pas. Oui, nous on en reçoit oui. C'est à travailler beaucoup, ça. Il faut le travailler énormément parce que au niveau professionnel, nous on en reçoit en stage. On leur dit, ici, on est en milieu professionnel, on se serre la main. Parce que sinon, il vous dit bonjour. Comme ça, en vous embrassant, en vous enlaçant. Il faut leur apprendre comme ça. Et puis, le regard. Le regard dans les yeux, ils ont beaucoup de mal. Parce que très souvent, comme ils sont jugés, ils voient le regard des autres.
Ils baissent la tête parce qu'ils sont agressés par le regard des autres qui dit qu'est-ce qu'il fait là, comment, quoi, etc. Enfin, ça ressort là. Hein. Et ils ont beaucoup de mal, on est obligé de leur dire mais regarde-moi dans les yeux, tu me dis bonjour, tu me regardes. Dans les deux sens, le rire, la larme. Et c'est les notions de quantité qui sont aussi, quel que soit le domaine, difficiles pour eux. Celle qui a 40 ans, qui parle de son petit copain Pierre, elle a un projet de mariage derrière, ou d'aller plus loin dans sa vie, mais elle en est consciente. Parce que dans son travail pédagogique, on lui a dit par exemple, je pense que sa sœur ou je sais pas quoi a eu un enfant, il fallait préparer le biberon. Entre 40 grammes de lait ou 60 grammes ou 80, c'est différent, mais pour elle, il n'y a aucune différence. 2 €, 20 €, même chose. 2 minutes, 2 heures, pareil. C'est pour ça que toutes ces notions de quantité, difficiles, ils ont aussi des notions de pudeur de ce côté-là, pareil. Habillé, pas habillé, c'est pas grave, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Les perceptions, je n'irai pas là-dedans hein, dans la partie psychologie parce que je suis pas médecin et pas psychologue, mais certainement les surabondances de tout ce qui dépend de ces gènes fait qu'ils ont des excès de plein de choses et qui fait que ça engorge tout ça, quoi. Que le moteur avec le starter, c'est exactement ça. La carcasse y est, il y a tout ce qu'il faut, mais derrière, il y a trop de choses, ça se bouscule, ça bouchonne. Ils sont souvent monotâches, c'est-à-dire va à la porte, ferme la lumière, descend l'escalier, c'est bon. Mais tu prends l'escalier après avoir fermé la porte et machin, etc., ou vous mettez en l'autre sens, ou stop, ça marche plus. On fait une tâche, on s'arrête, on en fait une autre, on s'arrête, etc. En entreprise, ou même à la fondation, on adapte le travail en monotâches successives. Et on essaye de rendre le temps visuel, parce que c'est difficile à apprécier. Hein, donc on a une espèce de compteur secteur rouge, comme un gros chronomètre. Quand le secteur rouge n'est plus... c'est que le temps est écoulé. Vous voyez, il y a plein d'astuces. Et Elisabeth Bisbrook, qui s'occupe de la partie pédagogie, en disant ils ont plein de capacités, mais les techniques d'apprentissage, entre autres mathématiques et autres, dans des écoles aussi comme le CNAM, etc., c'est pas adapté pour eux. Et elle vous dira, j'emploie la stratégie du détour pour arriver à ça, eh bien je vais faire tout un détour, parce que la méthode classique ne marche pas. Des quantités, voilà, oui. Ils savent lire l'heure, mais ah ben oui, il est 8h20, mais 8h20, tôt, pas tôt, c'est pas grave. Pareil, pour manger, c'est pareil. Ils ont tendance à l'embonpoint parce que les notions de quantité, et voilà. Et en plus, ils ont une satiété qui est décalée, donc voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné dans ce tournage de film, c'est qu'on a fait tourner la caméra. Le monsieur qui a réalisé ces films est parti de PowerPoint que j'avais fait, mais la troisième partie, tous ces films ont été faits pour la fête de la science, entre autres co-organisés par le CNAM, hein, parce que moi je reçois des mails du CNAM quand je participe à la fête de la science. Ça devait être que scientifique, et on a pris le parti de rajouter cette dernière partie pour incarner cette maladie chez les personnes, parce que c'est pas juste une vue de l'esprit. Et le gars qui a réalisé ça a réalisé des publicités pour McCain, pour tout ce que vous voulez. Bon, donc on lui a présenté le scénario, c'est-à-dire le PowerPoint, il avait déjà quasiment tout fait, hein, le tableau avec l'ange, le machin, tout ça, il avait fait tout ça. Alors il regarde ça, et puis quand il a vu qu'on était sur la voie d'un traitement, sa fille a 27 ans, hein, vous avez vu dans le film, enfin, elle est déjà âgée, elle travaille. Il dit mais c'est pas possible, mais je ne sais pas ça. Il était retourné cet homme. Et il est rentré le soir chez lui, il a dîné avec sa femme et sa fille Éléonore que vous avez vue, et sa fille Éléonore. 15 jours après, on tournait le film, elle a sorti ça. Il n'y a pas de texte appris ni rien. Hein. Ils ont d'ailleurs pas mal de difficultés pour apprendre les textes. Et elle a sorti, il faut faire des plaquettes, il ne faut pas baisser les bras, il était scié. Alors que le soir même, quand son père a raconté ça à table, il n'a quasiment pas réagi, il a demandé encore un peu de, je sais pas, de pâtes ou c'est là. Vous voyez, c'était... Exactement.
Ils enregistrent. Et visiblement, ils ont conscience de leur maladie, puisqu'ils viennent souvent, et là, ils se prennent pour des porte-paroles. On leur a donné une manière de s'exprimer. Le temps de réponse, c'est comme, on parlait des assassins. Exactement. Exactement. Alors, je sais bien qu'avec la vidéo, on peut couper et faire dire n'importe quoi aux personnes, mais il a bien fallu 1h30 de tournage sur lequel il se passe n'importe quoi. C'est-à-dire que dès qu'on branchait la caméra, c'était ça partait dans tous les sens, il n'y avait rien qui se passait. Et puis, après, ils ont oublié la partie caméra, comme le font, moi je l'ai oublié d'ailleurs, ben voilà. Donc, et voilà ce que ça donne. Ils se rendent compte de leur handicap, visiblement ils parlent au nom des autres. Vous voyez Éléonore qui défend Robin, mais elle défend aussi tous les autres trisomies. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais impressionné par ce genre-là. Maintenant, je commence à en avoir l'habitude. Mais à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher d'avoir le coup au cœur qui est... Parce que c'est pour eux qu'on travaille. Et c'est pour eux qu'on voudrait trouver un traitement. Non. Non. Si ils prennent des médicaments, par exemple, pour les affections cardiaques, pour des problèmes de sommeil, ou etc., mais pas pour le déficit mental. Oui, pardon ? Si, je pense que dans le cours des différents handicaps rencontrés, proposés dans le cours du CNAM... Oui, dans la chaire du CNAM handicap, oui. Ça pourrait être une introduction au cours. Écoutez, si jamais vous avez besoin d'outils, n'hésitez pas. Vous avez déjà